Erev Tov, Parashat Vayetze, 57-84, deuxième strike, comme ils disent au baseball. On a eu le premier strike jeudi soir, deuxième strike dimanche. Ah, je vais rigoler un petit peu. Ok. D'abord, on souhaite à tous les Israéliens qui ont été captifs ou captives, qui sont revenus, qu'Hachem donne refoua chez les mains. Refoua nefesh, refoua dagouf, refoua neshama, psychologique et physique, d'avoir passé 50 jours avec des barbares. Qu'Hachem il leur donne une bonne santé et que tous ceux qui sont là-bas, qu'Hachem il les ramène aussi en santé. Il y avait un jour un professeur de l'université de Harvard, qui était un grand spécialiste en éducation. Alors il y avait un professeur de Harvard, à l'université de Harvard, qui était spécialiste en éducation. Et il a été invité en Israël pour donner une conférence sur l'éducation. Et bien sûr, c'est un juif traditionnaliste, mais qui faisait les prières, Shacharit, Mincha, Ma'ariv. Et en Israël, Baruch Hashem, chaque coin de rue, une synagogue, à gauche, à droite. Non, il était invité à Tel Aviv à donner une grande conférence. En Israël, là-bas, les professeurs ou docteurs, ils sont tous simples, les gens. Alors, il arrive avec le bus, il prend le bus de Tel Aviv de Jérusalem à Tel Aviv, et il sort du bus, et il voit un petit rabbin qui lui fait « Minyan, minyan, minyan !» Il dit « Ok, il rentre, il fait mincha, il voit l'heure, il a le temps pour faire mincha. » Il lui dit « Est-ce que vous faites mincha ma'ariv ?» Il dit « Oui, on fait mincha, un petit cours de 2 minutes, et après on fait ma'ariv. » Il dit super parce qu'après j'ai mon cours, comme ça je pourrai revenir à Jérusalem, fais mincha, m'arrive mon cours et je repars à la maison. Top. Il arrive au cours et il écoute le rabbin parler. Et quand le rabbin il a parlé, à la fin du discours du rabbin qui a duré 5 minutes, il lui a dit je comprends pas. On dit qu'est-ce que vous comprenez pas? Il lui a dit moi on m'a fait venir de l'université de Harvard pour donner un cours d'éducation. Et ça fait 3 semaines que je prépare le cours vraiment pour expliquer qu'est-ce que c'est l'éducation. Mais vous, en 3 minutes, vous avez expliqué tout ce que je vais expliquer en 1 heure. Il dit, je comprends pas. Moi, je suis un docteur, j'ai un PhD en éducation. Et vous, la Torah, avec 2 mots, elle a expliqué tout ce que je vais dire. Mais comment c'est possible? Comment vous arrivez, un jeune de 25 ans, jeune rabbin, vous êtes capable de comprendre des choses que moi, docteur d'université, ça m'a pris des années à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est ce que le Rav il a dit et qu'est-ce que c'est l'éducation? Alors, pour comprendre ça, on va comprendre 2 Rashi. La fin de la paracha, chaque mot de la Torah, il est important. Chaque mot que Rashi il explique, il est encore plus important. Rashi, quand il a fini d'expliquer le Sefer Bereshit, alors il a expliqué, Rashi, il avait plus de 60 différents midrashim, 60 différents commentaires entre le Bavli, Yerushalmi, Sifri, Sifra, Pirkei de Rabbi Eliezer, 60 différents commentaires. Et Rashi, il a choisi chacun quoi dire, il a pris. Alors Rashi, il s'est demandé, peut-être que j'ai fait une dafina ici, peut-être c'est pas bien ce que j'ai écrit. Alors il a demandé à Dieu qu'on lui demande, est-ce que ce qu'il a écrit dans le Chumash, est-ce que Behemet, c'est bien ce qu'il a écrit ou c'est pas bien ce qu'il a écrit? Et là, on est venu le voir et on lui a dit que la façon comment Rashi, il a expliqué le Chumash, c'est exactement la même façon que Moshe Rabbeinu, il a expliqué au peuple juif sur le Sinaï. Ça veut dire que on sait qu'il y a le Pshat, il y a l'explication de base, le Drash, le Remez et le Sod, et Rashi, il a expliqué exactement la même façon que Moshe Rabbeinu, il a expliqué au Sinaï. Alors il y a 2 versets qui disent le même mot, et Rashi dit 2 explications différentes. C'est quoi les 2 versets? Alors le premier verset qu'on va parler, on est à la fin de la paracha, au moment où Monsieur Lavan, il court derrière Yaakov, il veut tuer Yaakov. Kadosh Baruch Hu, il dit à Lavan, attention Lavan, ne parle pas de bien et de mal avec Lavan, fais excessivement attention à Yaakov Avinu. Yaakov, il est protégé.
Alors Lavan, il vient et il cherche toute la maison. Il veut chercher ce qu'on lui a volé. Et Yaakov, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as trouvé? 20 ans de ma vie, j'ai donné à toi. Il n'y a jamais un animal qui est mort. Jamais je t'ai volé. Jamais je t'ai pris. Jamais je t'ai rien fait. Lavan, il est obligé d'avouer que Béhémet, Yaakov, il a été honnête. Et là, Yaakov et Lavan, ils vont faire un pacte. Ils vont faire un pacte entre la Turquie et Israël. Ils vont faire un pacte comme quoi Yaakov ne repartira pas en Turquie, Lavan ne rentrera pas en Israël, et ce pacte, il va être ce qu'on appelle Gal-Ed, il va être de façon à ce que, en souvenir, que Yaakov ne rentre pas chez Lavan et Lavan ne rentre pas chez Yaakov. Et le passage qui dit comme ça, Vaikach Yaakov Aven. Yaakov, il a pris une pierre. Vayarimé à Matseva. Et il a levé comme un autel. Vayomer Yaakov le Echav. Et Yaakov, il a dit à ses frères, Liktu Avanim, prenez des pierres, Vaikru Avanim, et ils ont pris les pierres, Vayasu Gal, ils ont fait un tas, Vayochlu Sham ala Gal, et ils ont mangé là-bas sur le tas de pierres. La question, elle est flagrante. C'est qui les frères? Yaakov, il avait un frère. C'est qui ce frère? Esav. Esav, il n'est pas là. Esav va venir la semaine prochaine, Parashat Vaishlach, pour tuer Yaakov. Alors, c'est qui le frère? Vayomer Yaakov, les Echav, à ses frères. C'est qui ses frères? Il n'avait qu'un frère, Yaakov, avec nous. Il n'avait pas 10. Rachid dit, Hem Banav. Tu sais, c'est qui les frères de Yaakov? Ce sont ses enfants. Sheayu Achim, Nigashim Elav Letzara. Il dit, Rashi, qu'est-ce que c'est un frère? Un frère, c'est pas parce qu'on a le même sang. Un frère, c'est quelqu'un qui te supporte dans ta souffrance au moment où tu es en guerre. Il dit, Rashi, qui c'est qui est venu supporter Yaakov Avinu? Les enfants, Yaakov, il avait 11 enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher. Tous à part Binyamin. 11 enfants. Et au moment où ils ont vu que Lavan, ouais, mais la fille, elle porte pas des pierres. Ouais, non, mais 11 garçons. Ça marquait les Achotav. Ça marquait les Echav, ses frères. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus aider papa à devenir et à venir supporter son père. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Quelle est la relation qu'un homme il doit avoir avec ses enfants? Les enfants ne doivent pas être seulement regarder papa comme une banque ou un guichet automatique. Il y a des enfants qui se sont trompés en guichet automatique et papa. C'est parce que guichet, ça peut ressembler à grand, automatique, grand-papa, je sais pas. Comment ils ont compris? Il y en a une fois, il a dit que, en français, il a dit carte bleue, c'est Gematria, c'est Rachetevot Shalom Baït. Ok? Alors, peut-être qu'ils ont compris aussi, les enfants, que le guichet automatique, ça voulait dire le grand-père, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ça. Rachid dit, un homme doit élever ses enfants, jusqu'à que ses enfants, quand papa, il souffre, tous les enfants, ils souffrent. Quand la maison, elle est en difficulté, les enfants doivent le ressentir. C'est pas possible que le père, il a une souffrance et l'enfant dit, papa, je vais au baseball, hein? Quand tu vas au baseball, le père, il souffre. Ta mère, elle souffre. Est-ce que tu n'as pas un sentiment? Ça veut dire que l'enfant, il doit être quelque part le frère du père. Ça veut dire qu'un enfant, il doit avoir des traits de caractère comme un frère, comme un meilleur ami. C'est que des fois, l'enfant, il est quoi? L'enfant, il est l'ami des parents. Ok? Première façon. On va continuer un petit peu dans la paracha. C'est marqué un peu plus tard dans la paracha, le pasuk Nundalet. Vayisbach Yaakov Zevach. Et Yaakov, il a amené un korban. Yaakov était comme un Kohen, puisqu'il avait reçu la Bechora, donc il était un Kohen. Il a amené un korban, Bahar. Vayikra le Echav, le Echol Lechem. Et il a amené ses amis, ses frères, à manger du pain. Vayochlu Lechem. Et ils ont mangé du pain. Vayalinu Bahar. Et ils ont dormi. Si je vous demande une question, c'est qui les frères? Réponse, on a dit que les frères, c'était les enfants de Yaakov. Rashi, ici, il a changé. Il dit, Rashi, c'est qui? Echav.
Dit Rashi, les Echav, les Ohavav, à ceux qui aimaient, chez Im Lavan, qui était avec Lavan. Il dit Rashi, que ici, tu sais qui c'est qui est venu manger avec Yaakov et Lavan? Rashi, il n'a pas dit c'était ses enfants. Rashi dit, c'est que c'était les amis de Lavan. Intéressant. Pourquoi Rashi, le même mot, dans le même sujet? Une fois, il a dit que Echav, ce sont les enfants de Yaakov. Et une fois, il a dit que Echav, ce sont les amis de Lavan. La première explication qui est donnée, c'est à cause qu'il faut savoir quel est le rôle d'un père versus ses enfants. Est-ce qu'un père et une mère, un père et un fils, une mère et sa fille, du fait qu'on est proche, alors tout nous est permis, et que le père, il a perdu le rôle de père, et il devient le copain avec qui on peut rigoler, et qui a plus de limites, ou bien on peut être des fois amis, mais il en reste que c'est pas pour ça que le père, il doit perdre le statut de père. Et quand est-ce que le père, il garde le statut? Et quand est-ce que le père, il décide d'enlever le statut? Alors la Torah nous dit un premier yesod. D'abord dans l'éducation, un père, une mère, il doit éduquer les enfants. Ça n'existe pas que papa il souffre, maman elle souffre, et le reste, Adam et Ken et mon chapeau. Ça marche pas comme ça la vie. Si maman elle a un problème financier, si maman elle a un problème de X, Y, Z, ce problème il est le problème de tous les enfants. Yaakov il a eu un problème avec Lavan. Les enfants ils auraient pu dire mais c'est pas mon problème, après tout c'est notre grand-père, il faut qu'on l'aime. Les histoires à l'américaine, ça marche pas. Papa il a un problème, on est supporter de papa. On est là avec lui. On est son ami. On est son frère. On est avec lui. On pas dit qu'il faut se bagarrer avec son père, avec son grand-père. Mais faire montrer à son père que Béhémet, on le soutient. Le père a besoin de sentir le soutien de ses enfants. Quand il s'agit de manger avec Lavan, qui est Lavan? Lavan est le roi des brigands. Lavan, il est le roi des arnaqueurs. Là, Yaakov Avinu, il prend le taureau par les cornes et il dit à ses enfants, vous venez pas manger. Au moment où il y a une réunion avec Al Capone, parce que Lavan c'est le Al Capone de la génération, Ratzal, Akor et Akol, il a voulu tuer tout le monde. Yaakov Avinu, il comprend que d'être le moins possible avec Lavan, être le moins possible avec Lavan, c'est ce qu'il faut. On t'a demandé de prendre des pierres, tu prends des pierres. Tu es là, Chazak Baruch. Quand on va devoir faire le repas, le dernier repas du sacrifié de Lavan et de Yaakov, Yaakov lui demande à ses enfants de ne pas participer au repas. Pourquoi? Parce que Yaakov il juge que la fréquentation de Lavan, elle est mauvaise. Un homme, il peut être assez mature lui-même de pouvoir faire soi-disant paix, soi-disant shalom, parce que j'ai la maturité personnelle de pouvoir faire l'amalgame entre le terroriste, le Al Capone de Lavan, dans chaque génération des Al Capone, ouais, c'est la vie, et que des fois les parents, pour des raisons X, Y, Z, alors ils ont le droit, ils ont même des fois peut-être, on va le dire, le devoir d'essayer de calmer les choses. Mais est-ce que tes enfants, ils doivent venir avec toi? Est-ce que tes enfants doivent participer à cela? À ce moment-là, Yaakov, il reprend le rôle de père, et Yaakov, il dit, stop, basta, vous vous arrêtez là, vous rentrez pas avec moi. C'est qui les frères? Les gens qui sont avec Lavan. Mes enfants ne mangent pas avec Lavan. Pourquoi? Voir un homme qui mange sans bracha, voir un homme qui est un grossier personnage, voir un voleur, un bandit, un assassin, un homme qui a aucune bonne midote,
Un homme que ses propres filles, elles ont dit, Yaakov, il y a 20 ans, ils lui ont dit, mon père, il est le roi des brigands. Comment tu vas vouloir? Mon père, il va te tromper. Imaginez-vous que des enfants disent que leur père est un brigand. À combien il doit être brigand? Parce qu'un enfant, généralement, il protège son père. C'est la norme. Mais si des petites jeunes filles, elles ont déjà dit que Lavan était un brigand, ça veut dire à combien Lavan était brigand. Yaakov, il va se protéger de Lavan. Yaakov, il va mettre ses enfants loin de Lavan. Il va prendre ses enfants, il va les mettre séparés à 3 jours de marche de lui. Yaakov, vous savez, pendant 11 ans, 13 ans, va quasiment pas voir ses enfants. Pourquoi? Parce que Yaakov, il gardait les moutons de Lavan. Et Lavan, il venait voir comment ils vont les enfants, comment ils vont les moutons. Yaakov, il voulait pas que Lavan, il voie ses enfants. Alors Yaakov, il va éloigner ses enfants. Le maximum. Ils vont arriver devant Lavan, devant Yaakov. Ça y est, on est déjà là. Tu les as déjà vus. Yaakov, il pense que même que Lavan, il est venu, que même qu'il a fouillé la maison, que même il est rentré dans la maison, que même contre notre gré, il a violé notre liberté, parce qu'il a saccagé la maison de Yaakov, la Torah dit. Là, Yaakov, il dit à Lavan, mais qu'est-ce que tu as trouvé chez moi? Tu as renversé ma maison. Qu'est-ce que tu veux chez moi? On aurait pu dire, bon, allez, ça y est, tout est fini. Pourquoi tu mets encore une petite limite? Yaakov, il gagne 2 choses. Numéro 1, qu'on n'oublie pas, c'est qui le père. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide quand tu viens et quand tu viens pas. Un enfant, il doit savoir que lui, il peut pas décider. C'est le père qui décide. C'est papa et maman qui décident quand tu fais, quand tu fais pas. Je sais que c'est pas très américain. Comme en Amérique, on aime dire que l'enfant est roi. Mais la Torah, elle n'habite pas en Amérique. La Torah, elle est universelle. La Torah, elle a donné droit aux parents. Que le père et la mère, c'est eux qui savent qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Le Rav Eliashiv, il écrit et il dit qu'il n'existe pas au monde un homme qui connaît mieux les besoins de nos enfants que papa et maman. Le plus grand des psychologues, le plus grand des psychiatres, le plus grand des éducateurs ne pourra jamais connaître le besoin de nos enfants mieux que nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu nous a donné un savoir particulier. Je peux être pas un bon psychologue pour les enfants des autres. Mais quand il s'agit de mes enfants, alors je sais qu'est-ce qui est important pour eux. Je sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour moi. Il dira Rav Eliashiv, pourquoi il n'y a pas des cours d'éducation? Pourquoi on n'est pas, quand on se marie, il y a des lois de se marier. Il chot kiddushin, il chot ketouba, il chot chopa, il chot nisuin, il chot kibouda vaem, c'est intéressant. Mais il n'y a pas des lois à avoir des enfants. Il chot abba ve imma. Pourquoi il n'y a pas des halachot en Shulchan Aruch? Il dit le Rav Eliashiv, vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous crée au moment où on a des enfants avec, gens normaux je parle, je parle pas des gens fous, gens normaux, avec une intuition normale de ce que mon fils il a besoin, de ce que ma fille elle a besoin, de ce qu'Akadosh Baruch Hu il m'a donné, je suis en partenariat avec Dieu. Alors je donne à mon enfant qu'est-ce qu'il a. Cet équilibre de donner et de refuser, d'approcher et d'éloigner, ça a l'air facile, mais c'est la chose la plus difficile à faire que nous avons à faire dans notre vie. D'un côté, on a notre enfant qu'on aime. Qui c'est qui n'aime pas ses enfants? Un gars qui n'aime pas ses enfants, c'est un fou. Pas normal. Ça veut rien dire. C'est inné dans nous qu'on aime nos enfants. Papa, maman, ils aiment leurs enfants. C'est badaï. Alors, vouloir donner à nos enfants. Vouloir que nos enfants, ils sentent nos amis. Qu'on n'est pas en rivalité avec eux. La Gemara a dit qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas jaloux. C'est le père et le Rav. Et les 2, ils s'appellent des Av. Les 2, ils s'appellent des parents. Avi Rochav Israël. Il a dit Elisha an-Navi sur David, sur Eliaou an-Navi.
Un rab, il s'appelle un père. Un élève, il s'appelle un fils. Veshinan tam levanecha. Les deux, il n'existe pas de jalousie. Donc on veut donner. On veut l'élever. On veut le faire grandir. Mais de l'autre côté, on a envie de pouvoir le cadrer. Et quand on veut lui enlever le sentiment que notre enfant nous fait sentir, c'est que l'enfant, t'es méchant, t'es pas gentil, tu me prives. Et là, on a une grande question. Est-ce qu'il est meilleur? C'est du petit noir, ça. Est-ce qu'il est meilleur? C'est pas du français. Est-ce qu'il est mieux? Désolé. Vous deviez anglophone, Barminan. Alors, est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est meilleur? Ma mère, elle va se retrouver dans sa chaise. Elle va me dire, quel enfant j'ai éduqué. Alors, est-ce qu'il est mieux d'avoir et de garder la connexion avec son fils ou avec sa fille et d'accepter ce que l'enfant il veut, ou bien il faut savoir dire non et de garder le rôle de père ou le rôle de mère. Et ça, c'est le dilemme que nous avons tous les jours de notre vie. Est-ce que je dis non, mais en disant non, ma fille ou mon fils s'éloigne de moi? Est-ce que j'ai dit oui, mais je suis persuadé que c'est pas bien? Et là, la balance, les personnes, ils se réveillent, oui ou non, non, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ce que la Torah, elle veut. Prendre quelques exemples. Quelqu'un qui m'a parlé il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, Rabbi, mon fils, il ne va pas à la synagogue. Il ne va pas à la synagogue vendredi soir. Quel âge il a? 9 ans, 10 ans. Voilà, on va réfléchir du point de vue global de la question. Est-ce qu'un enfant de 9 ans, 10 ans, il a l'obligation d'aller à la synagogue? Là, la chale est que non. Puisqu'un enfant, il a 9 ans, 10 ans, il n'est pas michouyav des mitzvot. Il n'a pas d'obligation des mitzvot. Même si à l'éducation, c'est une grande discussion dans la halakha. Est-ce que l'éducation, c'est le père qui a une mitzvah, ou le père ou la mère, d'éduquer ses enfants? Ou bien Chachamim, ils ont donné l'obligation à un enfant d'être éduqué. Ça veut dire, est-ce qu'un enfant, quand il doit prier le matin, c'est qui a la mitzvah qui prie? Est-ce que c'est papa et maman qui doivent faire? Chachamim leur ont dit, écoute, Yaakov et Rachel, vous avez 12 enfants, oui, assure-toi que ton fils y prie. L'éducation, elle est sur moi. Que moi, Hachem m'a donné un cadeau magnifique qui s'appelle un enfant, un garçon, une fille, Bainara, 5, 6, 7, 8, 10, 4, 3, 2, 1, chacun avec combien Hachem lui a donné. Et Hachem te demande d'éduquer ton enfant. C'est toi qui as la mitzvah, mais lui, il n'a rien. Ou bien non, c'est que l'enfant lui-même, il a une mitzvah midera panat. C'est une grande discussion. La majorité des poskim, ils sont de l'opinion que l'enfant ne peut pas avoir été obligé. Un enfant, il a un katan, il n'a pas de sechel, il n'a pas de da'at. Donc s'il n'a pas de da'at, alors automatiquement, il ne peut pas avoir d'obligation. Seulement, moi, je lui ai répondu et je lui ai demandé, moi, j'ai une autre question. Comment c'est possible que dans une maison juive, il n'y a pas un moteur normal? Je ne parle pas dans des cas particuliers où il y a des maladies, je ne parle pas de ça. Je parle des gens normaux, des couples normaux. Comment c'est possible que l'enfant, il n'a pas de lui-même le moteur d'aller à la synagogue vendredi soir? Et il me dit, mais il n'a pas envie. Je lui ai dit, tu sais pourquoi il n'a pas envie? Parce que la Beth Knesset, vendredi soir, elle est l'aboutissement, ou Shabbat matin, c'est pas important, ou Shabbat après-midi, c'est oublié. C'est l'aboutissement de 7 jours de préparation. Normalement, dans une maison, quand Shabbat il arrive, les achats, la cuisson, les chalotes, tout ce que l'on fait pour le papa qui étudie, maman qui prend un cours de Torah, papa qui fait les courses, maman qui fait des chalotes, ouais, papa est en haut, maman est en bas, ok, non? Ouais, alors, chacun de nous fait quelque chose. Maman, elle prépare sa perruque. Papa, il prépare son costume. David, il prépare ses chaussures. Fréha, elle prépare sa robe. Quand il arrive vendredi soir, c'est tellement dans le bain que tu ne te poses pas la question, est-ce que tu rentres dans le train? Le train, il est rentré. Alors, naturellement, on y va.
Mais quand la maison juive, c'est des petits bouts, on va à Tfila, on mange kasher, et tout ne se colle pas. Il n'y a pas un train. On n'est pas collé. Quelle différence elle est, et je vais sans vouloir dire du mal de personne, entre une maison de Torah et une maison où on fait la Torah. Vous allez me dire, mais c'est pareil. Ce sont deux mondes totalement différents. Tout le monde connaît la fameuse histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sa femme lui avait dit qu'il allait devenir rabbin. Alors Rabbi Akiva va quitter sa femme et va partir 12 ans. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, 12 ans. Il va laisser sa femme enceinte, Rachel, enceinte d'un bébé qui s'appelait Yehoshua, qui va naître sans son papa, Rabbi Yehoshua ben Korcha, qui est le fils de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne va pas être présent à la Brit Mila de son fils. Et il va être à la yeshiva. Il revient 12 ans plus tard. Hélas, les voisines disent à sa femme, Rachel, Rachel, ton mari il arrive. T'as préparé à manger? Elle dit, bien sûr. T'as fait du pain? Elle dit, le meilleur pain que je sais faire. Elle était contente? Elle dit, regarde. Tu sais, dans 6 mois, c'est la bar mitzvah de mon fils. Mais si mon mari m'écouterait, ils n'assisteraient pas à la bar mitzvah de mon fils. Ils repartiraient immédiatement à la yeshiva à 12 ans. Rabbi Akiva est dans les escaliers. Et Rabbi Akiva dit, c'est une bonne idée. Il fait demi-tour et il repart 12 ans plus tard. Tout le monde pose la même question. Pourquoi tu n'es pas rentré? Dire bonjour, embrasser ta femme, embrasser ton fils, boire un thé, boire un café, être sympathique. C'est pas un glouton, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'y avait pas. Rabbi Akiva, il avait déjà 52 ans. T'es pas un petit bébé, un homme mature, 52 ans, Rabbi Akiva. Il dit le Chazon Ish, parce que 12 ans d'études et 12 ans d'études ne font pas 24 ans. 24 ans d'études, c'est une globalité. Qu'est-ce que ça veut dire une maison de Torah ou une maison où on fait la Torah? Une maison où on fait la Torah, c'est des points, c'est des gommettes. Shabbat, Kashrut, Tzitzit, Lulav, des points. Ce genre de maisons ne sont pas des maisons où on va sortir grand-chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vit pas la Torah. Vivre la Torah, c'est transpirer la Torah. Il n'y a pas longtemps, j'ai le cœur démoli. Bémet, je vais vous dire. Un garçon, petite école, je ne dirai pas où, pour ne pas faire de la peine à des parents, venu chez moi, commence à parler, je dis, ok, c'est quoi ton rêve? Explique-moi tes rêves, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon garçon, le matin, il me dit, j'aimerais me lever tôt. Oh, Hachem. L'après-midi, j'aurais pu dormir jusqu'à midi. Ben, mais, je suis fier de lui. Je voudrais me lever tôt. Après, je ferai la prière, arriver à l'heure. Waouh, magnifique. Après, j'aimerais rentrer à la maison. Ma maman me prépare un bon petit déjeuner. Waouh, magnifique. Des choses saines de la vie. Après, j'aimerais qu'il fasse beau. Je vais à la piscine. Je lui dis, quelle piscine? Il m'a dit, piscine de Kotanek. Et je lui dis, il y a des filles. Il dit, bah, rabbin, ça va, faut pas exagérer, vous savez. Hein. Tout le monde, il y va. Hein. Ça y est, rabbin. La guerre, elle est perdue. Hein. Et après, il va aller à Mincha. Après, il va aller à Ma'ariv. Après, il va aller faire du tennis. J'ai pas de problème avec tout ça. Et ma question, elle est, comment des jeunes qui ont 15 ans, il ose dire à un rabbin qu'il a envie d'être dans une piscine mixte avec des femmes? Hchouma, il y a un peu de hchouma. Tu sais ce que c'est un peu de hchouma? Il faut l'avoir un peu. Mais moi, même si je le dis pas. Mais lui, naturel. Et je lui dis, ton père, il te dit rien. Ah, c'est fini. J'y étais copains. Mais Rabbi, toute la classe, on est là-bas. Je dis quoi? Mais Rabbi, toute la classe. Secondaire 3, 4, 5. C'est bon, on est là-bas. On est perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une maison de Torah
Papa qui se couvre la tête, maman qui se couvre la tête, ils font Shabbat, ils mangent cache-route, papa l'apprend d'Afayomi, des gens bien. C'est une maison de Torah ou c'est une maison où on fait la Torah? Une maison de Torah, elle devrait arriver que de nous-mêmes. L'enfant de lui-même, il ne pourrait pas avoir une pensée comme ça. Un jour, quelqu'un m'a demandé, t'as jamais pensé à pas faire la yeshiva Ktana quand tu étais petit? Je lui dis la vérité, c'est même pas passé par la tête. Je me sentais tellement honoré de faire partie de l'élite de la Torah, c'est que pour moi, quand je voyais les gens qui faisaient le bac, je dis, mais bac Ralavi, bac Bassari, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Qu'est-ce que vous allez gagner? La Torah était tellement importante à mes yeux, c'est que j'avais pas l'idée, chas v'shalom, de faire autre chose. Pourquoi? Parce que Kihem chayenu, ve'orech yamenu. Un enfant, il arrive à Pessah. Matzot. Kashrut. Nous, on était petits. Un mois à l'avance, on allait à la Matzah Bekri pour voir comment il faisait. On demandait à participer au Matzot. Il arrivait Hanouka. Quel Hanoukia. On restait des heures, on voulait que ça s'allume, on voulait que ça soit beau, on voulait que ça soit existant. On ne fait pas la mitzvah. On vit la mitzvah. Un jour, il y a un rave, il est arrivé dans une ville. Et dans cette ville, on lui a invité à venir à un gala. En Amérique, ils inventent beaucoup de noms. Alors dans ce gala, il lui a dit qu'il va venir pour une yeshiva. Alors il est arrivé, il pensait trouver une grande yeshiva, la yeshiva de Mir, la yeshiva de Ponyovitch. Et il a vu une yeshiva, une garderie. Les morodes pas très religieuses. Les rabbis, il n'y avait pas de rabbis à l'époque, c'était une garderie. Et le rav, il a dit, vous venez de démolir une génération d'enfants. Alors les gens étaient très vexés. Ils ont dit, mais pourquoi rabbi? Il lui a dit, parce que dans la vie, chaque chose, il a une agdara, une détermination et une terminologie des choses. Il y a une garderie, il y a un élémentaire, il y a un secondaire, et il y a une yeshiva. Quand on nomme une yeshiva, une garderie, alors l'enfant, il croit qu'il est parti à la yeshiva. Quand il va écouter la yeshiva de Ponyovitch, la yeshiva de Mir, il dit, moi j'étais à la yeshiva. C'était pas la yeshiva. Si imaginez-vous, vous comprenez une garderie, et on appellerait ça l'université. Vous rigolerez. Alors pourquoi on rigole quand on appelle ça une yeshiva, quand c'est pas une vraie yeshiva? Il a dit, le Rav, vous avez détruit la tête des enfants. Ils pourront plus comprendre ce que c'est une yeshiva. Une maison de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire être religieux? Bien sûr, on a tous nos difficultés. Celui qui va me dire, monsieur le rabbin, chez moi, ça marche comme sur des roulettes, allez là-bas. Va jouer au billes, ça n'existe pas. On a tous des difficultés. On a tous nos enfants qui ont des difficultés. On a tous nos parents qui ont des difficultés. On a tous nos propres Yetzeratov et Yetzerara. Et celui qui veut me dire le contraire, j'y crois pas, c'est un menteur. Ok? Donc, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la Torah? La Torah, ce qu'elle veut de nous, c'est que on rentre dans un train. Chaque mitzvah, on se lève le matin. Est-ce qu'un enfant, quand il se lève le matin, le Netilat Yadayim, c'est quoi? C'est, est-ce que tu as fait Netilat? Ou tu vis le Netilat? Tu visualises le Netilat Yadayim. Que l'enfant, il devrait pas, ça devrait même pas être une question, est-ce que tu as fait Netilat? Il voit papa se faire des tilates, il voit maman faire des tilates, il voit des kélim de tous les côtés. Ça, c'est une maison juive. Comment on reconnaît une maison juive? On reconnaît parce que on a vu des kélim, tu vois. Il y a une mezouza. Le Rambam, il dit, le Rambam, dans les halachot de Tzedaka, le Rambam, il dit une chose. Vous arrivez quelque part, vous voulez savoir si la ville, elle est juive ou pas juive. Comment vous pouvez savoir? Le Rambam, il dit, c'est simple. Est-ce qu'il y a de l'entraide dans la ville? Et est-ce qu'il y a des associations de tzedaka pour les pauvres? Il dit le Rambam, un des traits de caractère du peuple juif, qu'on n'a jamais entendu
qu'une communauté juive n'avait pas de l'aide pour les gens nécessiteux. Tu arrives dans une ville, nous on est juifs, mais on n'a pas d'aide pour les pauvres. Dit le Rambam, c'est bon, oui, pas des juifs. C'est des Karaïdes, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas des juifs. Pourquoi? Parce que la base du juif, chesed. Ça découline chez nous. J'ai pas dit qu'il faut des millions, mais on doit être ensemble, on doit avoir un groupe d'entraide, on doit être là, on doit s'entraider, faire du chesed, hatzala, chaverim, tzedaka, aider les mamans qui viennent accoucher, aider. Ça doit dégouliner. C'est ça qui nous sommes du chesed. Le peuple juif, il a un peuple de bonté. Baruch Hashem, tu vois les gemachim, chacun d'entre nous, on doit être là, on doit savoir si ça besoin de l'aide. Appelle Rachel, appelle Dévorah, appelle Sylvie, appelle Shalom, appelle David. Il ne peut pas exister qu'il y ait un peuple sans chesed. Le Rambam, c'est impossible. C'est qui nous sommes. Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Nous sommes du chesed. Qu'est-ce que ça veut dire faire des Netilat Yadayim? C'est pas, attends, je pense que j'ai un Kéli quelque part. Pendant j'étais invité chez quelqu'un, et après la toilette, il m'a demandé, je peux avoir un Kéli? Chérie, il est où le Kéli? Il est où le Kéli? Mais comment t'as fait ce matin? Je sais pas, petite question quand même. Il est où le Kéli? Je t'ai pas demandé le Kéli en argent. Tu viens chez moi, il y en a un dans la toilette, un dans la chambre, un sur le lit, un dans les enfants, un à la salle de bain, ça dégouline. Pourquoi? Parce que chaque enfant, il a son Kéli. Chaque enfant, il doit savoir qu'il y a un Kéli. On doit voir le Kéli pour pouvoir y arriver. Tu demandes à un enfant juif, comment on chauffe le manger Shabbat? Chaque fois, on va dire, il y a une pâte à électrique. Il grandit avec une notion que la Torah, elle a dégouliné de votre vie. Même si vous ne connaissez pas tous les aboutissements de la halakha, comment ça marche, Kéli Rishon, Kéli Sheni, c'est vrai. Mais vous savez que ça existe. Pourquoi? Parce que c'est ça qui rend le Shabbat. Un enfant, comment c'est possible qu'un enfant, il a 14, 12, 13, 10 ans, il met pas talit katan? La réponse, elle est simple. C'est parce que dans la maison, le talit katan, il n'est pas important. Si à la maison, la maman, quand elle préparait les affaires de l'enfant, il y a un pantalon, il y a un tricot de peau, il y a un talit katan. Et le plus beau, il y a chaque Yom Tov, et on a un talit katan, et on le vérifie. Comment on vérifie les chaussures? Je sais pas. Ma femme, ma mère, quand j'étais petite, quand il arrivait la nouvelle saison, l'été, l'hiver, amène les bottes, est-ce qu'elles te vont pas, est-ce qu'il faut acheter une nouvelle paire? Normal de la vie. Est-ce qu'on demande aux garçons, il est où ton talit katan? Est-ce qu'il est cachère? Est-ce qu'il faut l'arranger? Est-ce qu'il ne faut pas l'arranger? On doit vivre. La Torah, elle doit être transpirante pour pouvoir y arriver. On ne peut pas arriver. Un des plus grands éducateurs en France, un jour a dit un yesod, qui est, à mon avis, quelque chose d'incroyable que j'aimerais partager avec vous. Il a dit, comment ça se fait que nos enfants passent de nos enfants, écoutez bien, à nos parents? Dans beaucoup de familles, et c'est pas bien, les enfants changent de rôle. C'est plus eux les enfants et les parents, c'est eux qui deviennent les parents et les parents deviennent les enfants. Les enfants se permettent de critiquer papa, maman, se permettent de critiquer qu'est-ce qui arrive, et c'est pas comme ça, et je pense pas que t'as raison. Attends, mais remettre pas. T'as 12 ans, 14 ans, là. Repars jouer au billes, là. Qu'est-ce que tu as fait? Ni des études, ni tu gagnes d'argent, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui paie le loyer. Va. Comment tu oses, Michlal, venir à me juger? Et à me condamner, bien sûr, parce que ça c'est facile, les enfants, ils nous condamnent, Baruch Hashem, facilement. Et en plus, les enfants, ils permettent de nous donner leur avis, même si on ne leur a pas demandé. La réponse, elle est... Vous vous rappelez, on a dit qu'un enfant doit être un ami. Quelle différence il y a entre un ami et un véritable ami? Un ami, c'est une chose. Un véritable ami, c'est autre chose. On raconte une histoire. Tout le monde connaît, j'ai sûrement raconté l'histoire, mais elle vaut la peine d'être réécoutée. Il y avait un jour un homme, il avait un fils. Il passait son temps sur Facebook, Nardinbook,
sur Instagram, sur tout ça. Et son fils, son père, il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Il dit, papa, tu sais, 5000 amis sur ce compte, 5000 amis sur ce compte, des amis de partout, Instagram, TikTok, je sais pas comment ça marche, mais j'ai plein d'amis. Il dit, waouh, 5000 amis tu as? Je dis, papa, j'ai tellement d'amis que j'ai dû ouvrir 2 comptes Facebook. Parce qu'après 5000, vous savez, vous vous saturez. Vous ne pouvez pas avoir plus que 5000 amis sur Facebook. Il faut avoir un deuxième. Dans les followers, j'ai Instagram, j'ai des milliers d'amis. Mais j'ai 10 000 amis, moi. Le père, il lui a dit, c'est incroyable. Moi, j'ai que un ami et demi. Un et demi. C'est tout ce que j'ai. Il lui a dit, mais comment ça se fait que tu n'as que un ami et demi? Tu es un homme tellement populaire, papa. Tu devrais avoir des milliers d'amis. Il a dit, regarde, on va faire quelque chose. On va voir c'est qui tes amis et c'est qui mon ami. Il dit, ok. Et ce soir, je vais prendre un poulet. Je vais tuer le poulet. Je vais te mettre plein de sang sur toi. Et tu vas aller voir tes amis. Et tu vas leur dire que tu es dans une manifestation pro-israélienne, anti-Hamas. Ça s'est frappé dessus. Tu as tué un arabe. Et maintenant, il faut qu'il te sauve. Il dit, papa, tu rigoles ou quoi? Ça, c'est même pas mes grands amis, ça. Tous mes connaissances, ils vont m'aider. Et on y va. Le gars, il va, il passe, il envoie des textes à tout le monde. Et j'ai besoin d'aide. Un call, personne n'y répond. À 4 heures du matin, son meilleur ami, ce qu'il croyait être son meilleur ami, il dit, regarde, je peux pas te recevoir chez moi. Si tu veux, je te prête ma voiture. C'est ça que je peux faire pour toi. Le gars, il est détruit, il dit à son père, et toi? Il dit, regarde, moi, j'ai pas Facebook, moi, j'ai rien. Viens demain soir, on reprend le même t-shirt, et tu le remets. Va à telle adresse. Il va à telle adresse, il sonne, 3 heures du matin. Il dit, oui, qu'est-ce que c'est? Il dit, je suis le fils de Shimon. Il dit, 2 secondes, j'arrive, j'ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà, j'étais une manifestation pro-israélienne, pro-Hamas. On s'est battu, j'ai tué un arabe. Il dit, rentre, demain matin, tu pars. Mais au moins, tu restes pour ce soir. Demain matin, il va voir son père. Il dit, papa, ça c'est un demi-ami. C'est mieux que tous mes amis. Il m'a fait rentrer 3 heures du matin, il m'a donné à manger, il m'a donné à boire, il s'occupait de moi. Pourquoi il est un demi-ami? Il lui a dit, il est un demi-ami parce qu'il t'a déjà dit que demain matin, tu vas partir. Parce qu'il t'a déjà jugé. Un vrai ami, il ne te juge pas. Un vrai ami, il t'accepte, il ne te juge pas. Lui, il t'avait déjà condamné que tu avais tué, alors c'est pour ça qu'il t'a dit que demain, tu vas partir. C'est qu'un demi-ami, c'est pas un vrai ami. Qu'est-ce que c'est un ami? Et qu'est-ce que c'est un vrai ami? Un ami, c'est quelqu'un qui vous juge, et souvent qui vous condamne. Mais un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous juge jamais, qui vous accepte exactement comme vous êtes. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Des amis ou des vrais amis? On aimerait tous qu'ils sont des vrais amis. Mais c'est pas vrai. Nos enfants, ils sont souvent des amis, mais pas des vrais amis. Et comment ils arrivent, Béhémet, à se permettre de nous juger? La réponse, c'est qu'en vérité, nous, on leur a donné le bâton pour se faire battre. Comment? Imaginez-vous, il y a une maman, elle achète une perruque. Elle peut demander à son mari qu'est-ce qu'il pense. Elle va chez sa fille de 12 ans, elle fait « Comment je suis? Elle me va ?» Comment une fille de 12 ans va dire comment tu es? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu viens de dire que ta fille de 12 ans, elle connaît mieux les perruques que toi. Après, elle achète une robe. Est-ce qu'elle me va? Est-ce que tu penses que je l'achète? Je ne comprends pas. Comment un enfant de 12 ans va savoir mieux qu'une mère de 40? Ça veut dire que tu viens de dire à ta fille de te donner ton avis. Donc maintenant, la prochaine fois que ta fille va venir, elle va dire, maman, je pense pas que tu devrais inviter Shoshana, mais invite Fréha. De quoi tu te mêles? Je me dis, dans quoi je me mêle? Mais attends, hier tu m'as demandé mon avis sur comment t'habiller, sur quoi faire, sur comment faire. Donc je suis mieux que toi, non? Si je suis mieux que toi, donc automatiquement, j'ai le droit de te juger. J'ai le droit de te dire ce que je pense, parce que c'est toi qui m'as donné ce pouvoir.
Être un ami ne veut pas dire obligatoirement qu'on donne tous les droits à nos enfants. Être un ami, ça veut dire qu'on doit donner à nos enfants le droit d'être un vrai ami qui ne nous juge pas. Prenons Yaakov. Yaakov, il a dit à ses frères, soyez là pour moi, mais demain vous venez pas. Je comprends pas. On est des amis ou on n'est pas? Un vrai ami, il juge pas. Un vrai ami, il accepte que maintenant je t'invite, mais que demain je t'invite pas. Maintenant tu m'aides à construire le mur, et dans 1 heure tu seras pas là au repas parce que j'ai décidé que tu viens pas parce que c'est moi le Père. La Torah, elle veut de nous une maison de Torah. La Torah, elle veut de nous qu'en vérité, quand un enfant de 10 ans, il ne veut pas aller à la synagogue, quand un enfant de 13 ans, il n'a pas mis les téphilines. Un jour, j'étais à une école. Pendant 3 mois, 2 mois, j'ai vu les enfants sur les tablettes. Mais comment un enfant, il arrive à la maison sans téphilines? Moi, mon fils, il arrive avant de partir. Première question. T'as les téphilines? T'as le passeport? T'as une carte de crédit? Le reste, c'est pas important. Le reste, on peut tout oublier. Téphilines, parce qu'on ne peut pas vivre. Passeport, on ne peut pas quitter le pays sans le passeport. Et la carte, après tout, on peut tout acheter. Rien n'est grave. C'est ce qui est important. Mais la première question, mon père, quand on était petit, dès qu'on arrivait à la yeshiva, dès qu'on rentrait, sur vos téphilines, mettez vos téphilines, t'as mis les téphilines. La vie était téphilines. On ne peut pas vivre sans les téphilines. Impossible. Comment un père, son fils, il arrive de l'école, pendant 2 mois, le père, il ne demande pas où sont les téphilines? Je ne comprends pas. Taper tes filines, 2-3 000 $, ça coûte argent tes filines. Moi, j'ai acheté des filines pour mon fils, j'ai commandé 5 600 $. Rachir à Benoutam. Pour le meilleur. Pas à moitié. Mais vous croyez que je vais faire cadeau comme ça? Je vais m'assurer qu'il oui, il bouge. Il faut que tu les respires. Pourquoi? C'est ta vie. Mes enfants, ils voient, on va en avion, prenez tout. Les filines restent avec moi. Pourquoi? On vit avec. On garde un sidour. Enfin, avant en vacances, chaque enfant, un sidour. Un Teilim, où on va. Ma mère, quand elle était là, quand elle était petit, que dès qu'on partait, petit Teilim, petit Sidour, elle nous a éduqués avec Sidour et Tefilin. C'est la maison. On va en vacances. Qu'est-ce qu'on prend? On prend une valise, on prend un Sidour, on prend un Tefilin, on prend des Sefarim, on les met, on crée une armoire de Torah qui arrive. La maison, elle doit être une maison de Torah. On ne peut pas vivre autrement. C'est ça qui nous sommes. On fait la cache-route. Est-ce que la cache-route, c'est quand on veut? Un coup on mange, un coup on mange pas, un coup on a le repas cachère, un coup on a le repas pas cachère. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Éduquer, il y a 2 termes à le mot éducation. 2 termes. Le premier, c'est quoi la racine du mot chinour? Ça vient du mot lachnok, étrangler. Pourquoi? Parce qu'un enfant veut faire ce qu'il veut, c'est la règle. Un enfant, il veut s'amuser, il veut manger, il veut boire. Rien de mal. Un enfant, tu le laisses. Non, pas encore. Il ne veut pas venir, il ne veut pas s'arrêter de jouer. C'est normal. Qu'est-ce que papa il fait? Maman, viens, arrête de jouer, viens manger, fais ton bain, va dormir. Des choses normales de la vie. Donc, qu'est-ce que c'est le terme éducation? Le terme éducation, c'est d'abord de savoir que l'enfant, il ne peut pas faire ce qu'il a envie. Parce que s'il fait ce qu'il veut, alors on n'est pas en train d'éduquer. Ça ne va pas fonctionner. La deuxième fois qu'on voit le mot chinour, c'est à propos de Hanouka. Qu'est-ce que veut dire le mot Hanouka? Ça veut dire inaugurer. Chinour Habayit. Hanouka. Qu'est-ce qu'on a fait à Hanouka? On a inauguré le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre inaugurer et éduquer? Les deux, c'est la même racine. Chanor, chinour, chanouka. La même règle. C'est les mêmes mots. C'est la même chose qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire inaugurer? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant? La réponse, elle est très simple. Il y a une étude qui a été faite en France. Je ne sais pas si vous avez écouté cette histoire. Il y avait des terroristes qui sont rentrés dans une école. Des terroristes sont rentrés dans une école. Et il y a une Mora. Il y a une Mora qui a compris ce qui se passe. Et elle a fait, avec ce qui se passait à l'extérieur de la classe, un jeu.
Comme quoi, c'était un jeu, ils étaient en train de jouer dans la classe. Et les enfants, à la place de, comment on appelle ça, à la place d'avoir peur, ils étaient en paix, tout allait bien. Et au bout d'un moment, les policiers sont arrivés, ça a pris 6 heures, hein, cette histoire. Les policiers sont venus et ils ont tué tous les terroristes. Et ils sont rentrés en classe et ils ont ramassé les enfants en rapidité pour les sortir de la classe. Tous les enfants ont été traumatisés des policiers. Ça veut dire que eux, ils écoutaient des munitions, ils écoutaient des tirs de pistolet. Mais la Mora, elle les avait tellement brainwash, raconté un film dans la tête, que comme quoi c'était un jeu qu'on jouait à cache-cache, que les méchants faisaient partie du jeu. Et qui c'est qui a cassé le jeu? Qui c'est qui a démoli le jeu? Eh bien, les policiers. Et les enfants sont tous arrivés, qu'en vérité, ils avaient été traumatisés par qui? Par les policiers qui étaient rentrés en trombant la classe, avaient pris les enfants de force, sortir à l'extérieur, et les enfants se rappelaient que de ce geste. Seulement de l'arrachement du cercle de jeu par les policiers, à la place de remercier les policiers. Que veut dire le mot inauguration? Le mot inaugurer vient au moment où on va élever. Un enfant, quand il fait quelque chose de bien, un enfant, quand on lui donne de l'attention, quand l'enfant, il va faire quelque chose, le but des parents, c'est que ce moment-là, il va devenir et il va être marqué dans la vie de l'enfant pour que l'enfant, il puisse s'en rappeler toute sa vie de la façon positive. Ça veut dire l'éducation juive. Éducation juive, si on a avec un fouet, Mincha, Shacharid, c'est bon, va directement prendre la place à l'église pour ton fils, dans 10 ans il va aller à l'église. Il n'y a pas le choix. C'est ça qui va être, Bar Minan. Mais si, chaque fois qu'il fait une mitzvah, chaque fois que la maison, elle va être élevée. Le but de Yaakov, comment Yaakov, il a appelé l'endroit du Beth Amikdash? Il a appelé Beth Elohim. Il a appelé ça la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de Dieu? Ça veut dire que Yaakov Avinu, Avraham Avinu, pardon, comment il a appelé l'endroit du Beth Amikdash? Har, une montagne. C'est quoi une montagne? C'est haut, c'est difficile à atterrir. Comment il a appelé Yitzhak? Yitzhak, il a appelé Sadé. Il a appelé un champ. Vayetse Yitzhak, la Souar Basadé. Je suis parti dans le champ. Le champ, c'est pas toi. Le champ, c'est beau, mais on fréquente de temps en temps le champ. Comment Yaakov, il a appelé la maison de Dieu? Beth Elohim. Pourquoi il a appelé un baït? C'est où l'endroit où on est le plus à l'aise dans la vie? À la maison. Prenez un enfant, grondez-le. Il est parti chez ma mère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit où l'enfant il est plus heureux qu'à la maison. Un enfant à l'école qui ne veut pas repartir à la maison, sonner d'alarme, il se fait abuser cet enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? La Gemara dit, il veut sauver la maison, c'est normal. Dès qu'il arrive 4h30, tous les enfants ils courent dehors pour repartir à la maison. C'est ça la vie. Ça veut dire qu'un enfant il est heureux, un enfant il est barri, un enfant il est sain, un enfant il est bien chez lui, parce qu'il court chez papa et maman. Yaakov il a dit, qu'est-ce que ça veut dire être à la maison? À la Torah, elle ne doit pas être une Torah d'une montagne qui est dure. Elle ne doit pas être, de temps en temps, un parc où on vit. Mais Yaakov, il dit, la Torah, elle doit être Beth Elohim. Ta maison, elle doit transpirer. Un jour, on a demandé à Rabbi Nathan de Breslev. À l'époque, il y avait plein de chassidim. Aujourd'hui, les chassidoutes sont plus grandes peut-être, mais beaucoup plus diversifiées. À l'époque, il y a 200 ans de ça, il y avait de grands tzadikim et beaucoup de gens allaient un peu chez tous les rabbis. Alors un jour, Rabbi Nathan de Breslev, il a demandé à Rabbi Nachman, comment un homme, il sait ce qu'il appartient à Breslev, à Lubavitch, à Belz? Il y a plein des rabbis, on apprend de tout le monde. Il lui dit, comment on sait
à qui on appartient. Comment on sait que c'est ça ma chassidoute? Rabbi Nachman de Breslev, il lui a dit, celui que tu entends le plus parler à la maison, c'est celui qui t'impressionne le plus. Un mari qui parle toujours de sa mère, pas beaucoup de sa femme, c'est un petit problème, mon coco. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne parles pas de maman? Une femme qui parle toujours de son patron, coco, réveille-toi un petit peu, t'as un problème. Un mari, une femme, papa, maman, papa, les enfants, la famille, elle est là, c'est ça qu'on parle. On doit parler de nous. À combien on parle d'Hachem? À combien Akadosh Baruch Hu, il fait partie de notre foyer? Il y a des gens, ils parlent toujours du Shabbat. Ah, c'est fatigant. Ah, ça a coûté cher. Ah, je suis épuisé. Ah, j'ai mal aux pieds. Ah, ça caille. Ah, c'est mon dos. Ah, j'ai pétri. Ah, j'ai fait. L'enfant, il grandit. C'est quoi Shabbat? Des problèmes. Skin. Qu'est-ce que c'est? C'est quand qu'il a eu le bonheur que sa mère lui parle du bonheur du Shabbat. C'est quand que son père, il lui parle du bonheur de la tfila. Quel beau l'echadodi. Le rabbin, il a fait le hazan, un bel echadodi. C'était magnifique. Je ne connaissais pas cette air. C'était joli. Ah, le Aziachir cette semaine. Waouh, magnifique. C'était bien. Le bar mitzvah, il a fait une paracha incroyable. C'est quand qu'on parle des belles choses? C'est quand que la Torah, elle est devenue Beth Elohim. Elle est devenue une partie de nous. Malheureusement, la Torah, chez beaucoup de monde, c'est du folklore. On se dit religieux, mais on n'est pas religieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle de tout à la maison, à part de Torah. On parle de tout à la maison, à part de Yirat Shamayim. Demandez à un enfant à la maison, c'est quoi la paracha cette semaine? Un enfant qui n'est pas capable de vous dire, c'est paracha de Vayetse, vous avez un problème d'éducation. Pourquoi papa il n'a pas parlé de la paracha? Pourquoi maman n'a pas parlé de la paracha? Pourquoi l'école on ne revient pas avec la paracha? Pourquoi on ne sait pas que c'est Hanouka dans 2 semaines? Pourquoi un enfant, il ne sait pas qu'est-ce qui arrive? Qu'on a 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. On doit savoir que qu'est-ce qui gère notre vie? Ce n'est pas le calendrier Goy, c'est la Torah. Il va arriver maintenant le mois de Kislev. 8 jours, on va avoir le mérite de faire pendant 8 jours le Hallel Bivracha. 8 jours, c'est un mérite qu'on en a de pouvoir dire le Hallel, Baruch Hashem. Quand on voit la lune, qu'est-ce qu'on pense? Ah, que c'est beau la lune. Un juif, dès qu'il voit à quoi il doit penser? T'as fait bien Katalevana? Quand un juif il voit la lune, à quoi il pense? Il pense, est-ce que tu as fait la Birkat Levana? C'est ça que tu penses. Un juif, il voit qu'il y a un bon magasin, un nouveau magasin, il dit, ah, ils vendent des beaux fruits. Est-ce qu'on peut aller pour acheter des beaux fruits pour Shabbat? Notre tête, notre maison, notre vie, elle doit être pensée, vécue, transpirée par Akadosh Baruch Hu, par les mitzvot. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des parents. Pour ça, il faut qu'il y ait des parents, que les parents ils prennent leurs responsabilités, qu'ils amènent cet amour, qu'ils font ressentir les besoins des parents sans les étouffer. Et au moment où papa et maman ils disent stop, alors on sait retenir. On sait faire la paix avec le gangster de la vanne, on n'implique pas nos enfants. Parce que nos enfants, ils doivent rester avec de la tnimout. Nos enfants n'ont pas des problèmes d'adultes. Nos enfants restent avec les enfants. Il faut savoir protéger nos enfants. Chaque mauvaise chose qu'ils peuvent voir, c'est voir le mal pour l'éternité. Chaque belle chose qu'ils peuvent voir, c'est voir le bon pour l'éternité. Et c'est ça que Yaakov Avinu, en appelant la maison Beth Elohim, alors il a mérite d'avoir 12 enfants dans la Torah. Ce que Abraham, il n'a pas eu, parce qu'il leur a donné Har, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a reçu? Yitzhak, Sadé, de temps en temps on va dehors. Alors Ishmaël, il a Esav, il est venu de temps en temps quelques convertis. Yaakov, il a dit, c'est pas ça que je veux. Je veux vivre la Torah. Je veux que ma maison, Beth Elohim, chez moi,
Il y a Dieu qui vit matin, midi, soir. Je mange avec Dieu, je bois avec Dieu, je vis avec Dieu, je respire Dieu. Tout ce que je fais, c'est avec Kadosh Baruch Hu. Bechol derachecha daeu. Facile, c'est pas. Difficile non plus. Mais juste la bonne volonté de vouloir faire la bonne chose. Akadosh Baruch Hu, il donne siyata dishmaya. Hachem, il va donner. Mais on ne peut pas juste s'arrêter. On ne peut pas croire, rêver qu'on est des religieux. C'est pas parce que je mets mon fils à la yeshiva que je suis religieux. C'est pas parce que je fais Shabbat que je suis religieuse. Je peux faire Shabbat et me couvrir la tête. Et mon mari peut aller au collège. Mais ma maison, elle n'est pas une maison de religieuse. Parce que je fais la Torah, mais je ne suis pas une maison de Torah. La Or HaChaim Akadosh, il dit qu'il y a une différence entre être un homme qui fait les mitzvot et être un homme qui est un ben Torah. Un ben Torah, c'est autre chose que de faire la Torah. C'est pas pareil. On fait les mitzvot où on est dérivé totalement de nos mitzvot pour pouvoir aimer. Qu'Hachem nous aide. Que nos maisons, nos enfants, nos maris, nos femmes, toute notre vie, elle soit un bet Elohim. Qu'Hachem il transpire dans nous. Qu'on vit avec Akadosh Baruch Hu et qu'on soit béni de toutes les berachot de Torah. Baruch Hana Elolam. Amen ve Amen.